Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo, ça va être beaucoup trop long. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on continue avec les freebooks. J'en ai encore pas mal à vous présenter. Je pense terminer dans cette vidéo tous les brochets, les livres au format brochet qui me restent, pour que je vous en fasse encore une vidéo avec les livres de poche, et puis une dernière vidéo, ça sera avec des livres très vieux livres. J'ai tout ça à vous présenter. On y va? Alors, on va commencer par des livres assez âgés, mais pas autant que ceux que je vais vous présenter bientôt. On commence par des éditions Gallimard, France-Olivier Gisbert, La cuisinière d'Himmler. Il a l'air intéressant, très intéressant. Nous sommes ici en quelle année? 2013. Il n'est pas vieux, mais il est vraiment très mal conservé. On dirait qu'il est vieux. Nous sommes ici à 368 pages. J'aime bien comment il s'ouvre. Il est très agréable à feuilleter. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Donc, ceci est l'épopée drôlatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu peur de rien. Personnage loufoque et truculent. Rose a survécu aux abjections de cet affreux XXe siècle et qu'elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de vivre. Entre deux amours, elle a tout subi. Le génocide arménien, les horreurs du nazisme, les délires de maoïsme, mais chaque fois elle a ressuscité pour repartir de l'avant. Grinçant et picaresque, ce livre raconte les aventures extraordinaires d'une centenaire scandaleuse qui a un credo: si l'enfer c'est l'histoire, le paradis, c'est la vie. Écoutez, c'est sympa, c'est un bon début. Deuxième livre aux mêmes éditions, Gallimard, mais ceci n'a pas de résumé, il me semble, non. Celui-ci, pour coup, il est bien vieux puisque les pages sont même pas découpées, vous voyez, ils sont inégales par endroits. Nous sommes ici, je ne sais même pas en quelle année. Je crois que c'est 1957, donc beaucoup plus vieux que l'autre. Et peut-être que celui-ci, on pourra le lire même ensemble, parce que ici, c'est un livre de Valérie Larbaud, A.O. Barnabou, ses œuvres complètes, Le pauvre chemisier, poésie et journal intime. Ça donne très envie, très intéressant. Et je le mettrai de côté, peut-être qu'on pourra l'étudier ensemble. Pourquoi pas, mais il va falloir que je découpe les pages, parce qu'autrement je ne pourrais pas le lire. Voilà, en tout cas il est super intéressant. Donc elle va rejoindre les lectures en ligne, donc audio-livre. Ensuite, j'ai plus aucun autre livre qui soit dans cette édition, mais on continue avec édition Grasset. Allegra, Françoise Mallet-Joris de l'Académie Goncourt. C'est un roman qui date de 1976. Nous avons ici à peine plus de 400 pages. Je sens que je vais éternuer. Tout à l'heure j'ai éternué, j'avais le nez pris. Je pense qu'en fait c'est de la poussière des bouquins. Bon, je vous lis la 4e. Je crois que c'était assez sympa. Je ne sais plus, non, celui-là j'ai pas lu la 4e, on va découvrir ensemble. Aux yeux de ses parents, de ses sœurs, Allegra passe pour jolie parfaite, un peu indifférente. Elle vient de se marier, on lui prédit un avenir à son image, calme et souriant. En vérité, qui est Allegra derrière cette douceur limpide? Il suffira d'un gosse de 4 ans, un petit garçon arabe muet, abandonné des jours entiers dans la cour de son immeuble pour changer bientôt son existence. Entre cet enfant qui se tait et cette jeune femme qui se cherche, il naît une passion merveilleuse. Leurs après-midi silencieux sont des aveux, leurs promenades des chansons et des aventures. Ils sont hors du monde. Autour d'eux, pourtant, tout s'écroule et change. La famille d'Allegra, que troublent d'étranges révolutions intérieures, organise une véritable conspiration à son propos. On en découvre un peu à peu les rebondissements qui rendent passionnant ce livre au dénouement soudain et imprévisible. Car à quoi rêvait donc le petit Rachid et Allegra, toujours souriante, si jolie et un peu indifférente? Jamais Françoise Mallet-Joris n'avait cerné à ce point un personnage tout en lui laissant le flou de son énigmatique vérité. Le tour de force et la maîtrise d'une romancière exceptionnelle s'imposent à l'évidence une fois encore. On dirait que cette œuvre dense a fixé quelque chose de plus qu'une histoire. Le désarroi d'une société à la dérive, dont Allegra et les siens seraient les saisissants reflets. Écoutez, ça va être quelque chose d'assez émouvant et je pense sentimental. On verra bien.
Ensuite, ici, j'ai un livre qui m'avait plu, il me semble, je ne sais plus. Enfin bon, là, je sais pas, je vous avoue, je sais plus ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu comme résumé, donc je ne saurais pas vous dire. Les écrits originaux du docteur Bach, rassemblés à partir des archives du centre Bach, Mont Vernon, Sotwell, par Judy Howard et John Ramsell, administrateur et curateur. Donc c'est édition le courrier du livre, hein, ou c'est la collection. Non, c'est l'édition. Ah, j'adore. J'adore, on dirait que c'est même le Bach même qui avait écrit. Ils ont dû certainement imprimer son écriture. J'adore son écriture, c'est beau. Donc, ah oui, c'est vraiment sous le style, sous une forme de courrier. Hein. C'est très intéressant. Oh, j'adore. Même derrière, on a sa signature de Bach. Donc, 219 pages. Voilà, on a quelques images, quelques photos ici. Donc, je vous lis la 4e. Les remèdes floraux découverts par le docteur Edward Bach, MBBS, MRSC, SLRCP, DPH, je sais pas ce que c'est, sont aujourd'hui largement utilisés dans le monde entier. Et ils se sont acquis une réputation hautement méritée. Au fil des ans, de nombreux ouvrages ont traité le sujet, venant ainsi compléter Guéris-toi toi-même et les 12 guérisseurs et autres remèdes. Rédigé par le docteur Bach lui-même, et représentant le sommet de l'ultime synthèse de l'œuvre de sa vie. Tout au long de sa carrière, le docteur Bach rédigea de nombreux articles et essais littéraires. Le choix des documents qui composent les écrits originaux a été mûrement réfléchi et reste fidèle à ses vœux. Il permet au lecteur de partager ses écrits les plus édifiants, dont beaucoup ont été reproduits dans leur forme originelle. On y trouvera aussi des portraits psychologiques brossés par ses amis et collègues, des lettres, ainsi que ses observations médicales personnelles réunies et permettent d'acquérir une connaissance approfondie de sa pensée et de ses intentions précises quant à la poursuite de son œuvre. Cet ouvrage, composé par les administrateurs et conservateurs du Dr Edward Bach Healing Trust, propose une approche extrêmement instructive et intime de ce grand médecin. Je connais pas ce médecin, mais en tout cas, on sait qu'il a un nom d'un musicien très très connu. Bon, évidemment sans prendre le début et la fin, juste Bach. Tous les documents reproduits dans ce livre proviennent des originaux qui se trouvent au Dr Edward Bach Centre, Mont Vernon, Sotwell, Oxfordshire, en Angleterre, où sont exposés un choix des teintures mères originelles présentées sur la photographie de couverture, le mobilier réalisé par le Dr Bach ainsi que ses dossiers médicaux. La photographie de couverture qui présente le bureau du Dr Bach a été prise par Judy Howard. Moi, ce qui m'intéressait en fait, c'est la correspondance. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est lettres, vous savez, correspondance, carnet, etc. dans ce livre, c'est pour ça que j'avais envie de le découvrir. Et bien évidemment aussi le nom qui s'apparente à un nom d'un musicien connu, compositeur. Louis Védrine, voilà, ça revient, je renverse les lettres, je me demande vraiment si je suis pas une dyslexique. Louis Védrine, le Mézétan. Ah oui, je crois que j'ai lu la 4e, je crois que ça va parler d'un tueur. Très marrant, mais il me semble. J'aime tuer les femmes, c'est ça. On est ici à 206 pages, on est aux éditions de Fallois. Ici, un peu glauquissime, j'ai envie de vous dire. Surtout cette image qui est folle dingue. J'aime tuer les femmes. Enfin, disons que j'ai pris l'habitude de tuer les femmes. Car pourrait-on dire du drogué qu'il aime les stupéfiants? Il ne peut s'en passer, ce qui est bien différent, trouvant en eux seul cette extase qui, l'espace d'un instant, l'élève au-dessus de l'humaine condition. Et moi, cette vocation n'a pas été précoce. J'en ai eu la révélation que vers le milieu de mon âge. Mais dès lors, elle a cessé de s'affirmer. Parvenue à son degré le plus aigu, j'ai quelques raisons de craindre qu'elle ne devienne avec le temps une sorte de tyrannie, chaque jour plus obsédante. C'est pourquoi je m'efforce même, s'il m'en coûte, d'espacer mes crimes. Comme beaucoup de plaisir, celui d'une rare saveur que l'on éprouve à donner la mort acquiert d'autant plus de prix que l'on sait en éviter les abus et aussi qu'il exige davantage d'efforts pour être récompensé. Croyez-moi, ce n'est pas tellement facile de tuer, ou plus exactement de tuer en toute impunité. Si la police est bête, elle est tenace et vigilante. Ce qui est glauque dans tout ça, c'est que c'est raconté tellement comme si j'ai mangé une glace aujourd'hui, en fait. Mon Dieu! Mais c'est intéressant de découvrir, je vous avoue. Ensuite, nous sommes avec Brigitte Rieb, Sarti, Femme noire du Nil. C'est un roman, je pense que c'est encore France Loisirs. Regardez-moi, ils sont impeccables, les France Loisirs, c'est fou ça, mais les gens les lisent ou pas? Bon, alors ici, combien nous avons de pages? À peine plus de 400 pages. Il est assez agréable, je pense qu'il a été quand même lu, mais avec attention. Et le livre est très intéressant. Arrachée au sein par les hommes du pharaon, à 9 ans, la petite nubienne Sati est entraînée en Égypte où elle vivra à la cour de Thèbes.
de Thébès. Bien qu'accueillie par la famille d'un Thèbes, un homme juste et généreux, elle peine à trouver sa place dans une société qui lui est étrangère. Sa beauté exotique attire bientôt l'œil du Tout-Puissant, mais suscite également jalousie et intrigue. Outre une reconstitution époustouflante de la vie au féminin du temps des pharaons. Brigitte Riab réussit avec Sarti, femme noire du Nil, une superbe histoire d'amour. Pas trop histoire d'amour, mais ici on a toute une histoire d'une femme qui m'intéresse. Ensuite on est avec Guillaume Musso, L'instant présent. Et oui, encore Guillaume Musso. XO édition. Le livre, il a pas mal souffert, donc il faudra que je le mette sous une presse. Je ne sais pas sous quoi, pourtant il était sous beaucoup de livres. Il s'est toujours pas redressé. Bon, bah, je vais m'en occuper, c'est pas très grave. 371 pages. Je vous lis la 4e. Lisa et Arthur n'ont rendez-vous qu'une fois par an. Il passe sa vie à la chercher, elle passe la sienne à l'attendre. Et je crois que c'était quelque chose d'assez sympa. Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville labyrinthe qui n'offre qu'un répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer. Ce qui m'arrive est inimaginable et pourtant bien réel. Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis, le temps. Donc ici on a donc un thriller psychologique vertigineux, au final stupéfiant. À propos de Central Park, un des meilleurs polars de l'année. C'est un avis de la Griffe Noire par Gérard Collard et puis La Presse Montréal par André Lebel. L'auteur français le plus loup s'affirme comme un maître du suspense. Il est d'ailleurs traduit en 38 pays, je crois, ou en 38 langues. Je sais. C'est ça, traduit en 38 langues. Quand même. Ensuite, on reste un petit peu dans le même thème. Marc Lévy, Une autre idée du bonheur. C'est un roman aux éditions Robert Laffont Versilieu. Super bêta, nickel. Je crois que celui-ci, il nous a été donné en fait. Il est en super bon état. Marc Lévy est l'auteur de 15 romans traduits en 49 langues et vendus à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est quand même énorme. 401 pages. Je vous lis la 4e. C'est très lourd de tenir les livres à brocher, mon Dieu. C'est vraiment, ça pèse. Quand une vie ordinaire devient extraordinaire. Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la grande porte. Après 30 ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à faire, alors pourquoi cette évasion? Dans une station-service proche de campus, elle s'invite à bord de la voiture de Millie et l'entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation. Dotée d'un irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Millie. 20 ans les séparent, mais au fil du voyage, les deux femmes partagent ses rêves qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s'éteignent pas. 5 jours en voiture à travers les États-Unis, à chaque étape, une rencontre avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret d'Agatha. Jusqu'où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur? À quoi ne faut-il jamais renoncer? Dans ce roman, Marc Lévy réaffirme notre besoin inconditionnel de liberté et nous fait aussi découvrir un pan méconnu de l'histoire américaine. Ça va être sympa, je pense. Ensuite, nous sommes ici... Ah oui, j'accélère parce que j'ai peur de manquer de temps, mais on est à 15 minutes, 16 minutes, il m'en reste 3 livres. Peut-être que j'en rajouterai encore 2, je ne sais pas. Catherine Hermarivier, Le crépuscule des rois. Reine de cœur, roman aux éditions Alban Michel. J'ai déjà un des livres de cette autrice, mais c'est pas la suite, je crois pas. Il me semble que l'autre que j'ai, c'est une saga ou trilogie, je ne sais plus. Et celle-ci et celui-ci, je ne sais pas s'il fait partie dans des suites de quelque chose. On n'est pas loin de 500 pages. Ici, derrière, on a l'arbre généalogique. J'ai la gorge sèche. Figure romantique, passionnée, solitaire et tragique, 4 reines. Margaret, Mary, Catherine et Anne évoluent autour du roi Henri VIII, personnage autoritaire, sensuel, tyrannique et flamboyant. Margaret, sa sœur aînée, devient à 14 ans reine d'Écosse, tandis que Mary, sa cadette, épouse à 19 ans un Louis XII, vieillissant qui la fait reine de France. Longtemps Catherine d'Aragon luttera pied à pied pour ne pas se laisser balayer par la passion montante de son mari Henri VIII, pour l'intelligence, l'ambitieuse, pour l'intelligent, l'ambitieuse, la trop séduisante Anne Boleyn. 4 femmes, 4 destins aux antipodes les uns des
des autres, mais communément marqués par une lutte obstinée pour aimer et être aimé, connaître le bonheur, objectif fascinant et fuyant. Ces reines de cœur sont les figures de proue d'une renaissance qui transforme l'Europe politiquement et artistiquement et qui ouvre aux femmes les portes du pouvoir dont leurs filles et petites filles vont s'emparer pour le meilleur comme pour le pire. Oh là là, c'est très intéressant. Après La Rose d'Anjou, c'est d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça ce que j'ai. Catherine Hermary Vieille poursuit avec une sensibilité, une précision et une liberté romanesque remarquable cette fantastique saga historique, inscrite au cœur d'une époque violente, le crépuscule des rois. Donc en fait, c'est encore saga. Bon, à voir ce que j'en fais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc là qui fait du bruit, ça m'énerve. Dan Frank, Minuit. Aux éditions Grasset. Voilà, une deuxième édition Grasset, mais plus du tout le même format. Vous voyez, ça c'est vraiment une édition qui est d'aujourd'hui. Le livre, pareil, il a souffert. Donc ici, c'est un vraiment gros pavé. Ah, on a en plus ici des photos. Ça fait penser à quelque chose de biographique. Ah non, mais c'est exactement la même édition, sauf qu'il y a la jaquette. Voilà, un Grasset, mais j'ai jamais vu des Grasset aussi lourds, aussi gros. J'en ai vu que des formats un petit peu plus petits, pas vraiment des poches, mais un peu plus petits. Donc on est à peine à un peu plus de 105 pages. Il me semble que c'était intéressant celui-ci, je ne sais plus. Il me semble que je l'ai lu, la 4e. Il était minuit dans le siècle, de la débâcle de 1940 à la Libération. Dan Frank écrit ici, avec une passion communicative, l'épopée des écrivains, des artistes et des intellectuels sous l'occupation. Char, Paulan, Vercors, Sartre et Beauvoir, Camus, Picasso, Cocteau, Aragon et Elsa, Matisse, Prévert, Snos, Saint-Exupéry, Prévost, Rio, La Rochelle, Beckett, Marc Bloch, Mauriac et tant d'autres. C'est le grand bal de la France qui écrit, peint, dessine, filme, joue, publie, collabore, résiste, s'accommode. La metteur en scène Dan Frank nous entraîne dans sa ronde. De Paris à Marseille dans la débandade, de l'Exode, de Marseille à New York dans les bateaux de l'espoir, de Paris à Berlin dans les trains de la honte, des gares de la déportation au camp de la nuit et du brouillard. On partage avec admiration, stupeur ou incrédulité les destins croisés de cette génération dont la tragédie de l'histoire a transformé la vie en roman. Encore la Seconde Guerre mondiale, mais bon, ça me surprend pas parce que, je ne sais pas, aujourd'hui c'est vrai que les gens en ont marre d'entendre parler, mais en plus, moi je suis partante parce que j'aime beaucoup ce type de lecture. Et puis là, on est sur quelque chose de complètement différent. Je crois qu'on est sur le voyage, je me rappelle pas, mais il me semble que j'ai déjà lu la 4e, donc Daniel Vernet, le roman du Québec. On parle pas mal de Canada actuellement. Présente, donc Vladimir Fedorovski présente, édition du Rocher, le roman des lieux et destins magiques. C'est une collection. Voilà, le livre est en super bon état. On a quelques photos ici, naturellement, pour présenter donc notre voyage. Nous sommes ici à 193 pages, même pas 200. Et donc, on va parler ici de l'histoire, je suppose, de ce merveilleux pays. 6 juillet 1608, Samuel de Champlain installe son habitation sur les bords de Saint-Laurent. Québec est né. 400 ans plus tard, le Québec fait toujours rêver, mais demeure largement méconnu. Les Français y voient un prolongement d'eux-mêmes, maintenu à travers les siècles et par-delà la possession anglaise. Le roman du Québec raconte cette histoire agitée, l'attachement à la vieille métropole et le désintérêt de la France pour ses quelques arpents de neige, comme disait Voltaire, la redécouverte de la francité, l'affirmation nationale des rapports toujours ambigus avec le reste du Canada. Je me souviens, la devise du Québec traduit le riche héritage de ce bout d'Amérique qui parle français. Donc ça doit être vraiment quelque chose d'assez intéressant, je ne connais pas plus que ça, ni Québec, ni Canada même, enfin voilà, ce pays. Donc ce sera avec un grand plaisir que je vais le découvrir. Donc Daniel Vernet est directeur des relations internationales du journal Le Monde. Il a été correspondant en Allemagne, à l'URSS et en Grande-Bretagne avant d'être directeur de la rédaction. Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Renaissance allemande, l'URSS, Le rêve sacrifié, L'Amérique messianique et aux éditions du Rocher, le roman de Berlin. Voilà. Je pense qu'on va arrêter ici cette vidéo. Elle était déjà suffisamment longue, même ça faisait pas 30 minutes. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Si je peux les raccourcir, c'est encore mieux. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous allez lire quelque chose d'assez sympa, ou que vous lisez déjà quelque chose de sympa, ou que vous connaissez déjà un ou quelques de ces auteurs, hein, peut-être quelques de ces livres, et que ça vous a peut-être donné envie de lire quelque chose parmi ce que je viens de vous proposer, parce que moi, en tout cas, il y a plein de choses qui m'attirent de plus en plus. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.